Si ça coupe encore, tu reprendras la main encore, tu arriveras à gérer, tu peux passer Avec le son, c'est bon. voilà, avec Amélie, voilà, on s'excuse, mais comme d'habitude, voilà. Petit problème Internet. Donc très rapidement, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, on reçoit Amélie pour le premier webinar Alumni. Ça fait 1 an et demi de travail, voilà. Bon, comme d'habitude, toujours des petits problèmes au départ. Et voilà, le JT Carrière vous était présenté par Ariel. Donc, je ne passerai pas plus de temps dessus parce qu'on est déjà en retard. Donc, on va commencer assez rapidement. Ariel, tu avais revu les principaux points, c'est bon? Oui, j'ai parlé du coaching carrière principalement. Parfait. Très bien, moi, je vais repasser directement sur la présentation. Et donc, Amélie, si tu peux parler, tu es là. Amélie? Ah, on voit Amélie, mais on ne t'entend pas, Amélie. Tu peux l'activer? C'est bon, impeccable, c'est bon, ça marche. Tu peux activer mon micro? C'est bon, ça C'est bon, marche? c'est bon, ça marche. Tu es avec nous. Ok, super. Super. Impeccable. On y arrive. Donc, bonjour, je rappelle le principe du webinaire Alumni, c'est une demi-heure de questions-réponses avec Alumni. On a préparé des questions en avance pour Amélie. Et 15 minutes de questions et réponses. Vous avez un Q&A, si vous voulez, dans la barre d'options, en fait, où vous pouvez poser toutes vos questions, en fait. Et Ariel va faire le lien avec moi pour qu'à la fin, je puisse avoir accès à vos questions. Alors aujourd'hui, on reçoit Amélie Dorin-Gervais, qui est une diplômée agriculture en 2007, c'est ça? Ouais, en De Beauvais. 146. Donc merci beaucoup Amélie d'être avec nous et puis de petits problèmes techniques, on y est arrivé. Donc Amélie, je vais reprendre un tout petit peu ton parcours en quelques secondes pour commencer. Et puis après, on commencera les questions. Donc tu es rentrée à la salle en apprentissage. Oui, Donc c'est ça. tu es rentrée à la salle en apprentissage pendant et tu l'as fait chez la boulangère, ton apprentissage, Exactement. pendant 3 ans, c'est ça? Ouais, pendant 2 ans à la boulangère et puis j'ai continué encore 1 an en contrat, en CDD là-bas en tant qu'ingénieur production. Parfait. Et donc après, tu as continué ta carrière chez Lactalis pendant presque 12 ans et demi. Ouais. Tu es parti vraiment pareil d'ingénieur de production pour arriver à responsable d'exploitation à la fin de ta carrière chez Lactalis. Donc on en reparlera par la suite. Tu as fait différents postes à différents sites. Donc tu nous expliqueras un petit peu toute cette progression. Et depuis 1 an et demi, tu es directrice de 2 sites chez Loup Légumes en Bretagne. Et notamment, Loup Légumes est spécialisé dans la production de champignons de Paris, mais pas que. Il y a d'autres Alors, productions. je suis passée par le groupe Eureden. J'ai fait pendant 1 an et demi, j'étais dans la société PEP, là, dans le groupe Eureden, donc dans l'œuf. Et puis là, j'ai intégré, c'était début d'année, où j'ai intégré du coup Loup Légumes, où je suis effectivement directrice de 2 sites de production dans le champignon, du coup. Parfait. Donc voilà un petit peu ton parcours résumé, de quelques années, mais résumé en quelques mots. Mais on va revenir, comme je t'ai dit, par la suite par rapport aux questions. Première question qu'on s'est tous posée dans GT Carrière, c'est est-ce que tu te voyais, toi, en sortant de la salle, directrice de site un jour? Est-ce que tu t'es dit, en sortant de la salle, mon objectif, mon ambition, c'est directrice de site, ou c'est venu au fur et à mesure? Alors, je me suis toujours vue évoluer dans l'agroalimentaire. Maintenant, de là à me projeter en tant que directrice de site, pas forcément. J'en avais potentiellement l'ambition, mais en fait, je savais pas si j'en étais capable. Je pense que la grosse question que j'avais à l'école ou sortie d'école, c'était aujourd'hui, c'est quoi ma limite, c'est quoi ma capacité à pouvoir, jusqu'où je peux aller, quelles sont mes capacités d'évolution dans une entreprise, qu'est-ce que je suis capable de faire, quelles sont les compétences nécessaires. Je pense que c'était vraiment les questions que j'avais en sortie d'école. Je me projetais pas forcément, je savais pas exactement où je voulais arriver, où je voulais aller, quoi. Tu avais quand même l'idée de rester dans l'agroalimentaire et de faire ton Ouais. parcours dans l'agroalimentaire. C'était vraiment une passion dès le départ, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce que donc on a vu tes expériences, j'ai regardé un peu ton profil LinkedIn et tu as vraiment fait vraiment beaucoup de postes et on a l'impression que tu as monté un peu d'échelle à chaque poste où tu as pris des responsabilités différentes.
Tu as touché à pas mal de secteurs différents également. Et est-ce que vraiment le passage par le terrain a été important dans ta carrière, dans ton fil de carrière? Est-ce que ça a été vraiment clé? Ouais, ouais, enfin, clairement oui. Moi, je suis plutôt quelqu'un de terrain déjà de base, donc j'ai besoin de passer par, de vivre les expériences pour apprendre. C'est le terrain qui m'a fait prendre confiance en moi déjà, je pense, et puis évoluer au fur et à mesure. Je pense que pour moi, c'était nécessaire en fait à chaque étape de prouver finalement, enfin c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne savais pas de quoi j'étais capable en sortie d'école. Et là, le fait de changer de poste, de changer d'entreprise ou d'usine ou de process, ça m'a permis petit à petit de savoir si j'étais capable de pouvoir monter en termes de compétences, en termes de poste. Est-ce que pour moi c'était le produit qui était important? Est-ce que pour moi c'était le poste qui était important? Est-ce que c'est l'entreprise qui était importante? En fait, au fur et à mesure des évolutions, ça m'a permis petit à petit de me découvrir moi et de prendre confiance en mes compétences et puis de continuer à évoluer, quoi. Mm. D'accord, on me demande tout de suite la première question, quel était ton parcours à l'école en parallèle de l'apprentissage? Quelle était ta spécialité quand tu étais à la salle? Alors, j'étais en agriculture et j'ai fait la spécialité agroalimentaire. Ah, vraiment, tu étais vraiment Ouais, 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 à fond dedans. exactement, exactement, dès le début. D'accord. Et donc aujourd'hui, est-ce que le fait d'avoir fait beaucoup de terrain, beaucoup de terrain, vraiment d'avoir passé les étapes un peu dans l'ordre, on va dire, est-ce que ça fait de toi un manager différent des autres managers que tu as rencontrés dans ta carrière? Ou est-ce que tu vois une différence de quelqu'un qui a vraiment mangé du terrain, bouffé du terrain au départ, avec un manager qui est peut-être arrivé après sur des postes de responsabilité très rapidement, alors que par rapport à toi qui a vraiment évolué dans ça? Est-ce que tu vois une différence? Alors oui, parce qu'en fait, du coup, quand on est passé par le terrain, ce que je trouve très important, c'est de savoir ce que c'est de vivre le quotidien des équipes, en fait. Donc c'est de savoir ce que c'est de gérer l'urgence, d'avoir des problématiques sur les lignes, d'avoir des pannes, d'avoir des problématiques d'organisation, de planning du personnel, de gérer du personnel. Et quand on n'est pas passé par là, on n'a pas vécu ça, je pense que on est peut-être un peu moins à l'écoute, ou on comprend moins peut-être le quotidien des équipes. Et je pense que moi, ça me permet, je pense, de bien appréhender et même d'anticiper certaines problématiques finalement qu'ils peuvent rencontrer, ou ils ont pas besoin de m'expliquer. Je comprends dès que je vois la situation, je la comprends et je l'anticipe. Donc, je pense que le terrain est essentiel, enfin pour moi en tout cas, dans la bonne compréhension et même humainement finalement dans le management. Je pense que le management, c'est beaucoup de contacts humains, c'est beaucoup d'échanges avec le personnel plus ou moins qualifié, hein. Au début, on a plus ou moins de qualifications, mais ça permet de comprendre, d'être à l'écoute et de savoir interpréter certaines réactions ou certains comportements. Et est-ce que tu vois dans tes équipes, justement, le fait d'avoir vécu, le terrain, d'être avec eux sur le terrain ou d'avoir été avec eux sur le terrain, un respect supplémentaire, justement, par rapport à d'autres grands patrons ou d'autres personnes? Est-ce que tu vois que c'est marqué ou pas? En fait, très rapidement, enfin, quand tu es quelqu'un de terrain, déjà, je pense que ça se ressent, les équipes le ressentent assez vite, puisque du coup, en général, tu es dans l'action et donc du coup, tu essayes d'améliorer leur quotidien. Enfin, en fait, moi, mon objectif, c'est de travailler pour mes équipes pour améliorer leur quotidien. Je suis là pour remplir des objectifs, forcément, puisque c'est le but de chaque manager ou chaque directeur, mais en fait, au-delà de ça, pour moi, c'est de faire en sorte d'améliorer leur quotidien, parce que c'est en améliorant leur quotidien que du coup, en fait, il va y avoir un espèce de système gagnant-gagnant qui va se mettre en place. Et du coup, si je leur améliore le quotidien, ils vont finalement adhérer à ce que je vais leur proposer. Et puis, du coup, ils vont plus facilement répondre aux objectifs. Et en fait, les objectifs, ils vont se remplir presque tout seuls. Ils vont être atteints tout seuls.
Dans toutes tes expériences que tu as fait, là, quel était vraiment le moment clé? On dit toujours les moments d'inflexion où tu te dis, voilà, là, j'ai un peu changé de stature, j'ai réorienté ma carrière, ou voilà, quel est le moment clé un petit peu dans tout ça? Tu te dis, voilà, où là, ça y est, c'est ça que je veux faire, où j'ai le potentiel, où je me suis testé, j'y suis arrivé. Donc, quel est le moment clé dans ta carrière? Je dirais qu'il y a eu plusieurs. En fait, je pense que l'étape qui a été très importante pour moi, ça a été l'étape de quand j'étais donc chez Lactalis à Cran, là, dans l'usine où je suis restée 7 ans, où j'ai fait 3 postes différents en tant que adjoint du responsable fabrication, responsable de l'approvisionnement, puis responsable fabrication. J'ai énormément appris, j'ai énormément grandi. Et je dirais en fait les postes d'après m'ont juste permis de me dire, ben, j'ai des compétences et j'ai la capacité à pouvoir continuer à monter en fait. J'ai suffisamment engrangé de connaissances pour pouvoir continuer à évoluer. Après, les postes d'exploitation que j'ai eus finalement après, on va dire, ça m'a fait que confirmer mes compétences et mes qualités ou mes compétences managériales, voilà. Donc, et j'ai vu que j'étais capable de m'adapter à des changements d'organisation, à des changements de produits. Et du coup, je n'étais pas aujourd'hui, je ne suis pas attachée à un produit particulier, pas attachée à une organisation particulière. Moi, ce qui m'importe, c'est de travailler avec une équipe, une organisation, de l'optimiser, de l'améliorer et de la structurer en fait, de la structurer et vraiment de pouvoir qu'elle devienne performante et qu'elle puisse continuer au-delà de moi, même après moi. En fait, l'objectif, c'est pas que je sois essentielle dans l'organisation, c'est que ça tourne tout seul en fait. Parce que ça veut dire que les gens, ils ont compris ce qu'ils devaient faire, ils ont compris là où ils devaient aller, et donc après, voilà, ça roule quoi. Tout ton parcours, pareil, est-ce que tu as eu des difficultés dans ton parcours? On en a parlé un petit peu avant quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé d'être une femme. Des fois, ça peut être voilà, un peu difficile dans certaines situations ou d'autres, des compétences qui te manquaient en finance, en économie. Est-ce que vraiment tu as eu des difficultés et comment tu as surmonté ces difficultés? En tout cas, quelques-unes que tu pourrais nous donner. Alors aujourd'hui, je pense que être une femme dans les entreprises, dans les industries, alors, il y a des côtés, il y a des avantages, parce qu'aujourd'hui, il y a des places et de plus en plus, les entreprises recherchent à recruter des femmes. Ça n'a pas toujours été simple dans le sens où on évolue dans un milieu souvent où il y a beaucoup d'hommes. Donc, faut réussir à trouver sa place. Mais en fait, je dirais le monde enfin, le monde masculin dans l'industrie est assez ouvert finalement aux femmes. Je dirais c'est plus après quand on commence à monter les échelons où c'est pas toujours, on sait pas, il peut y avoir des plafonds de verre de temps en temps dans certaines entreprises, je pense, où certaines entreprises sont peut-être moins adeptes, je sais pas. Donc ça a des bons côtés comme ça a des côtés un peu plus compliqués. Mais enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait toujours un respect. Il peut y avoir des comportements machos, mais j'ai envie de dire ça c'est dans la société d'une manière générale. Donc voilà, faut pas que je dirais qu'il faut pas que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas évoluer dans un monde d'hommes et on peut pas évoluer en tant que manager et manager des hommes aujourd'hui. En général, dans tous mes postes, je manage presque 80% d'hommes, quoi, en fait. Donc enfin voilà, faut pas. Et j'ai jamais eu de problématique liée forcément à ça. Et après, dans les compétences, non. Après, ce qui peut être plus compliqué, c'est beaucoup c'est la relation, c'est l'homme, la relation humaine qui est pas toujours simple, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mêlent. La relation avec son manager, la relation avec ses collègues. Ça dépend en fait de l'entreprise, ça dépend de la pression qu'il peut y avoir au niveau du boulot. Après, tout ce qui est gestion et économie, j'ai envie de dire, je pense que je suis passée par la meilleure des écoles, hein. Le groupe Lactalis, c'est une très très bonne école pour tout ce qui est gestion de production, économie.
Je trouve que on apprend énormément. Et aujourd'hui, je peux avoir ce regard-là puisque je suis passée par d'autres entreprises derrière qui peuvent être un peu moins ou différemment, en fait, qui ont une vision un peu différente. Donc ça, là-dessus, Lactalis, c'est une très, très bonne école. Voilà ce que je peux dire. D'accord, très bien. Une question, parce qu'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton poste actuel chez Loup Légumes? Parce que tu m'avais dit que tu gérais 250 personnes, donc c'est pas rien, c'est 2 sites. Tu peux nous Ouais. décrire un peu en quelques mots les grandes missions que tu as? Alors aujourd'hui, alors il y a plusieurs choses. Là, j'arrive dans une entreprise qui est en plein boom, en pleine évolution, qui est en train de se structurer. Donc là, une de mes premières missions, c'est de mettre en place une nouvelle organisation. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire et de mettre en place, hein, de proposer une nouvelle organisation et de déclencher des recrutements. D'ailleurs, je passe un petit message, je vais ouvrir des postes, donc on va avoir des postes à offrir. Donc là, ça c'est la première mission. Et après, il y a toute la gestion au quotidien justement des équipes, le management, clairement. Et on est sur une entreprise, comme je disais, qui est en train de se structurer. Donc en fait, là, il y a toute une étape de mise en place d'organisation, de structure. Donc il faut mettre en place des règles, il faut mettre en place des procédures. Donc aujourd'hui, on travaille avec les équipes pour faire le planning du personnel, par exemple. Qu'est-ce que c'est de faire un planning du personnel en respectant la législation, en respectant les contraintes du personnel, les contraintes des uns ou des autres? Comment est-ce qu'on arrive à l'organiser, à le structurer? C'est quoi la méthode? Ça va être au niveau de la culture. Là, aujourd'hui, sur le champignon, ça va être de définir des protocoles de culture. Donc, c'est de les écrire, c'est d'amener de jeunes ingénieurs justement à respecter, en fait, à mettre en place des protocoles, à essayer de continuer à les faire évoluer, à les faire se développer. Et puis, on a également toute la partie pure, on va dire, plus administrative. C'est toute la gestion avec avec les administrations, par exemple l'inspection du travail, la MSA, toutes les relations avec les organismes publics et le CSE, participer à un CSE, donc tout ce qui est tout ce qui est lié au mode de fonctionnement de l'entreprise, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te déplaît dans ton métier actuel? Est-ce que tu as des côtés où tu te dirais: «Bon, je m'en passerais bien» et puis d'autres côtés où tu te dis: «Ah ça, c'est vraiment ce qui me motive»? Pas facile comme question ça, hein, quand on est Ouais, manager, c'est hein. pas facile, ouais. Dans ce qui me plaît, bien aujourd'hui, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a tout à faire. Donc, faut créer, faut mettre beaucoup de choses en place. Donc ça, c'est assez entre guillemets grisant parce que du coup, il faut inventer, il faut se structurer, faut réussir à comment dire comment dire, à convaincre la direction ou les patrons que c'est la bonne organisation. Donc c'est vraiment des moments qui sont pas toujours faciles, hein. C'est pas toujours évident, mais c'est justement parce que c'est pas facile que quand on y arrive, c'est d'autant plus intéressant. Ce qui peut-être me plaît moins et encore, c'est parce que voilà, c'est qu'aujourd'hui on est un peu dans un système où je fais le grand écart, c'est-à-dire que je vais parler aussi bien d'investissement ou d'organisation, de structure avec la direction, mais en même temps, je vais redescendre très bas en fait dans du détail avec des opérateurs sur le terrain pour leur expliquer comment est-ce qu'il faut faire parce qu'ils comprennent pas. Enfin, en fait, ça peut être de temps en temps le grand écart où on rentre sur certains détails avec certaines personnes. Voilà, ça fait perdre, entre guillemets, ça fait perdre un petit peu de temps, mais voilà, ça fait partie du quotidien aussi
dans une entreprise, surtout sur cette dimension-là, parce que c'est une entreprise de 500 personnes, hein, donc c'est pas non plus très gros. Et encore une fois, elle est en plein développement. Donc voilà. Et justement, ça fait quoi de gérer 250 personnes? C'est top, c'est bien, c'est une ambition. Ouais, c'est bien, c'est plutôt bien, c'est plutôt intéressant. Après, en fait, à partir d'un certain nombre, je pense qu'on s'en rend, enfin, c'est pas qu'on s'en rend plus compte, mais en fait, je gère pas 250 personnes en direct. Il y a des strates intermédiaires. Donc voilà, je vais avoir en direct aujourd'hui. Alors, mon râteau, il est un petit peu large, mais je dois avoir une quinzaine de personnes en direct aujourd'hui. Donc voilà, après, c'est 250 personnes, 500. Je pense qu'à partir d'un certain stade, voilà, la taille de l'entreprise, on s'en rend plus vraiment compte. Donc voilà. D'accord avec toi, moi je dis toujours qu'on en gère 1 ou 10 ou 100, c'est de toute façon on gère une personne, c'est toujours voilà, après Ouais, voilà, c'est ça. Tu gères, à chaque fois, c'est au cas par cas. Et puis, en tant que manager, tu dois t'adapter. En plus, tu vas devoir parler à des personnes. En plus, là, moi, je suis sur une population avec pas mal d'étrangers. Donc, il faut s'adapter avec les problématiques culturelles, les écarts de compréhension de langue. Donc, il y a un certain nombre voilà, au niveau des cueilleurs, ça peut être un peu particulier. Mais et à côté de ça, tu vas devoir t'adresser à la directrice commerciale ou avec au niveau de la supply ou au niveau des patrons de notre direction. Voilà, tu vas pas avoir la même approche, même gestion de la personne, quoi. D'accord, très bien. Alors une question qui revient souvent, c'est pour arriver à ton poste aujourd'hui de direction de site avec un bagage important, enfin un bagage, pardon, un scope de boulot qui est assez conséquent. Est-ce que tu as fait des formations complémentaires? Est-ce que tu as été formé sur la partie juridique, la partie économie, finance? Ou c'est toute ton évolution au fur et à mesure chez Lactalis qui t'a permis d'arriver à ce niveau-là? Enfin voilà, est-ce que tu as eu besoin au moment d'un coup de main ou pas? Alors sur la partie économique, non, j'ai pas eu de formation supplémentaire. En fait, je dirais que comme je disais tout à l'heure, hein, Lactalis c'est une très bonne école sur la partie économique, gestion du résultat. Donc je dirais que j'ai grandi au fur et à mesure et j'ai appris au fur et à mesure. Et après, je pense que j'ai une appétence ou des facilités aussi sur ces sujets-là. Donc ça, on l'apprend au fur et à mesure. Là où j'ai eu pas mal de formations, je dirais, c'est sur la partie managériale. Entre guillemets, l'intérêt d'être dans des groupes comme Lactalis, c'est ils sont très structurés sur la partie formation, et donc il y a vraiment des modules de formation de manager de manager, sur la communication efficace, enfin voilà, il y a plein de thématiques diverses et variées qui permettent en fait de mieux comprendre. Et je pense que moi j'avais un vrai besoin, je pense là-dessus, au niveau de la communication, de comprendre que chacun est différent, chacun perçoit les choses différemment. Et donc, il y a besoin de s'adapter. Il y a besoin d'adapter sa communication. Il y a besoin d'adapter son management en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et pour moi, je pense que j'ai vraiment appris ça quand j'étais chez Lactalis. Ouais. Les formations, c'est vraiment, ça a un impact parce qu'il y a beaucoup de formations des fois qui servent pas à grand-chose en management, hein, parce qu'on répète des choses qui sont banales. Est-ce que toi, vraiment, tu as eu des formations qui ont eu un impact, tu t'es dit vraiment, ça m'a beaucoup aidé? Ou justement, tu as eu Ouais. des formations, ouais. Je pense que les formations qui m'ont le plus appris, c'est le fait de comprendre les personnalités, enfin, type le disque. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais c'est savoir les profils de personnes et justement de savoir en fait son impact par rapport en tant que profil. Déjà connaître son profil à soi et du coup réussir à détecter le profil de l'autre qui est en face. Je trouve que c'est quand même juste essentiel, quoi, dans le bon fonctionnement et dans la communication entre les personnes. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, je dirais, dans le management, c'est aussi les quelques clés que j'ai retenues, c'est dans le positionnement en tant que manager, c'est
dans le positionnement quand tu interagis avec une personne. Est-ce que tu dois te mettre, quand tu lui parles, est-ce que tu te positionnes au-dessus? Est-ce que tu te positionnes à côté? Est-ce que tu te positionnes en dessous? Et ça, c'est des clés, je pense, qui sont… en fait, il y a des choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Et je pense que ça permet d'ouvrir les yeux, en fait, sur le comportement qu'on peut avoir dans la relation à l'autre, en fait. C'est dans les relations interpersonnelles, dans l'assertivité aussi, toutes ces formations-là qui, je pense, nous apprennent beaucoup sur nous, mais nous permettent aussi de bien comprendre les autres, quoi, les personnes qu'on a en face de soi. D'accord. Alors, dernière question pour la petite partie, la première partie, puis après, on a quelques questions sur le Q&R. Comment ton futur aujourd'hui, ou tes futurs challenges, ton futur, comment tu le vois demain voilà, on va repartir dans 10 ans, on aime bien ça, 10 ans après la salle, 10 ans après ton poste aujourd'hui. Tu te Ouais. vois où demain? Comment tu te projettes? Ah, c'est Ouais, c'est difficile. Après, aujourd'hui, en fait, encore une fois, un peu toujours dans la même dynamique que ce que j'ai toujours eu, c'est-à-dire que tant que l'entreprise où je suis me permet de me développer, me permet d'apprendre, me permet de m'éclater entre guillemets dans mon poste, je dirais que voilà, il n'y a pas de raison de changer. Maintenant, moi, l'objectif, c'est de pouvoir continuer je suis plutôt quelqu'un qui aime bien apprendre, je suis assez curieuse, j'aime bien être dans l'action, donc quand il n'y a plus rien à faire dans une entreprise, je ne suis pas sûre que ça m'intéresse beaucoup, en fait. Donc, j'aime bien quand il y a des choses il y a des choses à structurer, qu'il y a des choses à mettre en place. Donc, je ne sais pas, pourquoi pas dans d'autres, peut-être plus tard dans d'autres entreprises ou peut-être là chez Lou dans des postes divers et variés, puisque il y a des possibilités d'évolution, ils ont l'ambition de se développer aussi, donc pourquoi ne pas être dans cette phase stratégique de développement. Voilà, je continue à évoluer en fait. Je n'ai pas envie de m'arrêter là au niveau de l'évolution, et j'ai envie de continuer. pas de limite. Voilà, ce qu'il Pas de faut limite, retenir. c'est ça, exactement. Parfait. Alors, une petite question alors, on va commencer les Q&A. Il y a une petite question. Première question, c'est, alors, Lactalis, tu nous en parles vraiment comme une super école. Qu'est-ce qui fait que tu es parti de Lactalis aussi? Juste, tu peux nous dire en quelques mots pourquoi tu es parti de Lactalis et tu n'as pas continué chez Lactalis? Qu'est-ce qui fait que tu as basculé chez Loup Légumes? Alors, en fait, chez Lactalis, il y a, on va dire, enfin, comme n'importe quelle entreprise, hein, il y a un moment donné, on arrive à un certain niveau de poste où les taux, entre guillemets, enfin, le nombre de postes se resserre. Donc, il y a de moins en moins de places, et il y a de plus en plus de personnes qui sont en train d'attendre que les postes se libèrent, entre guillemets. Et entre autres, pour prendre des postes de direction de site chez Lactalis, c'était quand même compliqué, puisqu'il y avait un certain nombre de personnes qui étaient déjà sur les rangs, il y avait déjà beaucoup de responsables d'exploitation. Donc, un des moyens de pouvoir évoluer rapidement, de prendre une direction de site, c'était de changer, de partir. Et également, mon souhait, c'était de revenir dans l'ouest de la France, donc dans la zone géographique rennaise, qui, chez Lactalis, est encore plus convoitée. Donc, il y a des postes de direction de site à l'autre bout du monde, hein, potentiellement, mais quand on veut revenir un petit peu dans une région, dans une zone géographique un peu précise, c'est plus compliqué. Bon, comme n'importe quelle entreprise. Hein, mais, D'accord. voilà. Alors justement, par rapport à cette relocalisation que tu as souhaité à un moment sur la partie rennaise, on me pose une question, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as trouvé un équilibre vie perso, vie pro? Voilà, on imagine que ton quotidien il est très prenant et justement, donc, voilà, comment Alors, T'es pas obligé de aujourd'hui, répondre pour les enfants, hein. T'es pas obligé de répondre pour les enfants. non, non, Taquine. alors, mais je n'ai pas d'enfant. Aujourd'hui, effectivement, je suis pas forcément, je suis pas mariée, mais je dirais que j'ai réussi à trouver un équilibre dans le sens où comment je me développe en faisant du sport. Je fais pas mal de sport, de tennis. J'ai également enfin voilà, je me suis recentrée d'un point de vue géographique aussi pour être à proximité
de mon berceau, on va dire, familial, amical. Voilà, l'objectif, c'était ça. C'est vrai que le fait d'avoir évolué et être partie dans le nord de la France, puis après en Normandie, bon, bah voilà, après, forcément qu'à un moment donné, c'est soit quand on a une famille, on embarque tout le monde et puis on doit déplacer tout le monde. Mais voilà, moi, aujourd'hui, je n'avais pas cette contrainte-là, entre guillemets. D'accord. On pense alors là, dans la même thématique, est-ce que c'est possible d'être en poste de direction en faisant 9 heures, par jour, 5 jours sur 7 au max? Ou est-ce que, pour être cadre de direction, on doit ne pas compter ses heures, en fait? Aussi, ça, c'est une grande question, comment tu vois ça, toi? Ben, en fait, je pense que, là, enfin, par exemple, là, moi, aujourd'hui, je dois donner un petit coup de collier puisque l'organisation, effectivement, il faut la mettre en place, il faut structurer. Je suis sur un modèle un petit peu particulier dans le sens où j'arrive pas dans un fauteuil, entre guillemets, où tout est fait, le fauteuil, il est en place, où j'ai tous les effectifs. Non, moi aujourd'hui, il faut que je fasse un petit peu d'heures, mais aujourd'hui, je pense que je fais moins d'heures que ce que j'ai pu faire par le passé, par exemple. Je pense que quand j'étais à certains postes en tant que responsable de fabrication ou même responsable de ingénieur production, quand j'étais plus jeune, je faisais plus d'heures que ce que je fais aujourd'hui, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, je coupe, je sais couper. En fait, je n'ai pas, j'ai pas ce problème-là entre guillemets de le soir, je prends le temps de couper. Le week-end, je coupe aussi. Si par contre mon téléphone il reste toujours allumé, si mes équipes ont besoin parce que ça tourne le week-end, je décroche. Mais en fait, c'est pas ça qui va me gêner en fait. Voilà, là-dessus, j'ai pas de problème. Et je pense pas que je pense pas que un poste de direction soit aujourd'hui une nécessité de travailler. Voilà, on n'est pas corvéable à merci, je pense pas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'années où effectivement, je pense que c'était nécessaire, mais aujourd'hui, de plus en plus, ça n'est plus tout à fait le cas. D'accord. Donc quand tu étais ingénieur de prod, tu étais aussi en 3-8, tu as fait des nuits, je suppose, au départ? Tu as fait des astreintes de week-end, c'est ça? Ouais, 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 tout à fait, ouais. Et alors, bon moment, mauvais moment, intéressant? Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant de passer par là, surtout pour quand on est jeune, quand on commence son expérience, qu'on découvre le monde de l'entreprise, ce que c'est que d'être dans une entreprise qui travaille en 3-8, qui travaille le week-end, justement, de savoir ce qui s'y passe, parce que ça permet aussi de trouver des solutions pour résoudre les problématiques et faire en sorte que le 3-8, ça se passe bien en fait tout le temps. Ça doit se passer bien tout le temps. Ça doit pas se passer bien que la journée quand tout le monde est là. Ça doit se passer bien aussi la nuit quand les responsables ne sont ou la direction n'est pas là. Donc c'est de mettre en place des améliorations pour le quotidien des équipes, quoi. D'accord. Petite question, alors c'est les questions sont un peu débridées dans les thèmes, hein, mais c'est pas grave, c'est ça Ouais. tout l'intérêt des questions justement. En tant que leader, quelles sont tes sources d'informations pro ou perso? Est-ce que tu as mis une routine spécifique? Est-ce que tu regardes par exemple des indicateurs, de coût de la matière, d'énergie? Est-ce que tu as une routine, voilà, et où est-ce que tu collectes tes informations et tu as fait ta petite routine de manager? De manager par rapport à mon. Alors, en fait, étant donné que j'ai quand même changé pas mal de postes et de produits, j'ai pas de routine vraiment par rapport à des, enfin, comment dire, à suivi de cours économiques entre guillemets. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment de routine par rapport à ça. Je m'appuie beaucoup sur les personnes qui sont dans les entreprises qui peuvent être des experts, hein. Moi, je dirais que je suis plus une spécialiste de, comment dire, du management ou de l'organisation. Donc, en fait, je dois m'appuyer sur ce qu'il y a dans l'entreprise pour justement construire les choses et les mettre en place. Donc, en fait, je ne suis pas sur un quotidien de routine enfin, par rapport à des matières premières, enfin, par exemple, par rapport à des matières premières aujourd'hui.
je vais par contre, là aujourd'hui sur la partie énergie, économie, dans les entreprises où je suis passée, on avait des personnes qui s'en occupaient, ou là aujourd'hui on a un financier qui s'en occupe. Je n'ai pas besoin aujourd'hui encore de faire ça. Peut-être que demain j'aurai besoin, mais aujourd'hui je n'ai pas besoin de ça. D'accord. Est-ce que tu peux, élaborer sur un échec que tu as rencontré, notamment en termes de management, et quel enseignement tu as tiré de cet échec pour justement progresser? D'un point de vue échec managérial, bah, l'échec managérial, je pense que tout manager l'a pu l'avoir. C'est quand on a la démission d'un collaborateur, d'une personne de son équipe. En fait, Est-ce que tu as un exemple un jour où tu as eu un problème avec une personne, un syndicat, avec un voilà, ça ah peut oui, arriver. oui, oui, c'est ça, Et ouais. comment tu l'as voilà, tu étais en échec et comment tu es passé outre? Qu'est-ce que tu as appris comme, Alors, au niveau des échecs, enfin voilà, par exemple avec des syndicats, en fait, enfin, en fait, pour moi, c'est pas vraiment des échecs, parce que ça a été plutôt j'ai énormément appris, surtout quand je suis montée dans le nord de la France, du côté de Valenciennes, où les syndicats étaient assez présents. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, les premières réunions que j'ai eues, j'avais l'impression que c'était la guerre dans l'usine, c'est-à-dire que il y avait des affichages, les affichages sur les panneaux étaient très virulents. Quand on lisait l'affichage, j'avais l'impression que l'usine, elle était sans dessus dessous. En fait, tout se passait bien. Sortie de la réunion, ça discutait quand même un petit peu. Par contre, il y avait des problématiques. Il y avait des problématiques dans l'entreprise, il y avait des problématiques d'organisation, de planning. Et donc, il a fallu composer avec les syndicats pour pouvoir justement les mettre en avant, entre guillemets, et réussir à faire passer certaines choses pour améliorer le quotidien des personnes. Donc, par exemple, sur les plannings, ils n'étaient pas du tout satisfaits, dans l'entreprise, ils n'étaient absolument pas satisfaits du déroulement des plannings. Donc, on a réussi à travailler avec les syndicats justement pour mettre en place quelque chose. Et bon, il a fallu voilà, lui laisser de la place pour qu'il dise que c'était lui qui avait trouvé la solution et qu'il puisse se valoriser vis-à-vis de ses collègues. Mais voilà, ça fait partie du jeu aussi et de la relation avec les syndicats. Il faut leur laisser un peu de place. d'accord. 2 dernières questions. Alors, il y en a encore une qui vient d'arriver. D'accord, quand tu recrutes de nouvelles personnes, de nouveaux collaborateurs, parmi les gens que tu as en direct, les managers intermédiaires, quels sont les critères que tu vas retenir, en fait, chez eux? Qu'est-ce que tu vas regarder? En termes de positif et en termes de négatif, mais qu'est-ce qui ressort tout de suite quand tu embauches des gens comme ça? Qu'est-ce que tu attends de ça? Alors, en fait, souvent, je regarde alors vous allez rigoler, mais en général, quand je vois que ça vient de Beauvais, je me dis: «C'est pas mal». Déjà, il y a les bons points. Après, ce que je regarde souvent, c'est les stages ou les expériences qui peuvent être les expériences professionnelles qu'il y a pu avoir. Et en fait, ce que j'aime bien, donc, c'est voir un peu ce qui s'est passé sur le papier, et ensuite de questionner assez précisément dessus pour savoir concrètement ce qu'a fait la personne. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont capables de broder, entre guillemets, de raconter qu'ils ont fait plein de choses, mais concrètement, c'est pas eux qui les ont faites. Donc, on a mis en place et puis on a décidé que machin. En fait, concrètement, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas eux qui l'ont mis en place. C'est leur manager ou c'est des gens dans leur équipe. Et ça, je pense que, enfin, moi, ce que je cherche, c'est des gens qui font, en fait, vraiment qui sont dans l'action. Et souvent, un des critères aussi que je regarde, c'est tout ce qui est extra, les centres d'intérêt ou les activités, ou typiquement des gens qui ont participé aux Ovalis, à l'organisation des Ovalis. On sait que c'est des gens qui ont mis les mains dedans, qui ont dû bouger autour d'associations. Enfin, je trouve que quand j'hésite sur un candidat, quand je ne sais pas trop, j'arrive pas à détecter un peu par rapport à ses expériences professionnelles, je vais le chercher sur ces activités-là, parce que je veux savoir s'il est engagé, si il fait dans des associations sportives, par exemple, si
Il fait partie de, je sais pas, de l'association. Il n'est pas juste participant et il joue pas, il fait pas que participer, mais il est aussi acteur dans l'organisation. Et est-ce qu'il a fait partie d'associations ou voilà, est-ce qu'il a déjà fait des choses, quoi. D'accord. Est-ce que tu es aujourd'hui suivi par un coach ou un mentor? Est-ce que tu as quelqu'un pour voilà, t'aider dans ta progression, justement? Pour l'instant, tu n'en as pas besoin pour l'instant, voilà. Alors, j'ai pas de coach à proprement parler, mais j'ai la chance d'avoir entre guillemets mon père qui était dans l'agroalimentaire, donc en fait il a toujours été de bons conseils. Et également j'ai un beau-frère qui est dans l'agroalimentaire et qui a une dizaine d'années de plus que moi et qui du coup a pas mal d'expérience et de très bons conseils. Et en général, à chaque fois pour mes boulots ou pour mes changements de poste ou pour les situations que j'ai pu avoir, voilà, il a toujours été de très très bons conseils. Donc il n'a pas l'étiquette officielle de coach, mais voilà. Et est-ce que justement, ça permet de casser la solitude du manager qu'on rencontre, plus on évolue, plus on se sent un peu seul, hein, est-ce que justement ça te permet d'échanger l'échange avec ces personnes, de casser un peu cette solitude, de te sentir un peu moins seul, de pouvoir parler sans filtre à des gens de tes problèmes, de tes questionnements? Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas notre quotidien, qui comprennent pas ce qu'on fait au quotidien, ce que c'est le management déjà d'une manière générale, qu'est-ce que ça implique, et puis surtout dans l'agroalimentaire. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un comme ça qui comprend et qui est capable d'amener des solutions ou des idées ou d'émettre, de parler de son expérience, c'est vrai que ça, c'est quand même très intéressant. D'accord. Alors pour finir, dernière question, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné, ta carrière pro? Vraiment le truc où tu t'es dit: Ça, c'est vraiment, je vais le retenir, et ça te quand tu y repenses aujourd'hui, tu dis vraiment c'était le conseil Le conseil, ou oh là les là, conseils. On peut les mettre un S conseils. dessus. Non, je dirais, il y a des bonnes, enfin, on dit, entre guillemets, des bonnes pratiques. C'est le bon sens paysan. Il faut rester, entre guillemets, un de mes chefs qui utilisait souvent cette, voilà, cette phrase-là, de pas inventer l'eau chaude, entre guillemets, être tout le temps en train de réinventer des choses qui existent déjà. Euh, Moi, c'est pas j'en ai facile un. comme. Moi, j'en ai un. On m'a dit toujours d'apprendre à gérer ses frustrations quand on est patron. Faut gérer ses frustrations. On est tout le temps Ouais, frustré, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est est-ce que vrai. tu en as un autre qui t'arrive comme ça, à part le bon sens paysan, ou voilà, où ça sera le mot de la fin sur. Moi, j'aime bien parce que je suis aussi paysan dans mes heures perdues, donc ça me va très bien. Mais C'est ça. Non, 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 bah après, je pense que dans les conseils, c'est voilà, de se faire confiance. Et puis, en fait, je pense qu'on on se rend compte que finalement, dans toute entreprise, enfin, sorti de nos écoles, de nos types d'écoles, on a quand même une bonne formation, on est quand même bien structuré. On a de temps en temps du mal à le voir quand on est à l'école, mais je pense qu'au fur et à mesure de notre expérience, on se rend compte voilà, de notre structure intellectuelle et notre méthodologie. Même si ça s'acquiert aussi avec l'expérience par la suite, mais je pense que c'est voilà, on a quand même une force par rapport à d'autres écoles ou d'autres types de formations, je pense. très bien. Voilà. Bah voilà, il est temps de nous quitter, Amélie. Ça fait déjà quelques dizaines de minutes que l'on est ensemble. Je te remercie beaucoup pour ton temps et d'avoir réglé le problème informatique, parce que j'étais pas très serein, mais bon, il est arrivé. Voilà. Merci beaucoup aux gens qui ont posé toutes les questions. Et puis écoutez, bah voilà, le podcast sera disponible bientôt sur notre chaîne YouTube, et donc le prochain web Alumvis sera dans quelques semaines. On vous tiendra informé. Merci encore, Amélie, et puis bonne soirée à Merci à toi. vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.